Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein d'ados, l'émission qui parle de nous, de nos ados, des parents d'ados et des relations entre tout ce beau monde. Et avec nous aujourd'hui, Déborah Boussegal. Bonjour. Bonjour. Ça va, Déborah ? Ça va très bien. Déborah, si vous habitez Jérusalem, vous l'avez sûrement croisée quelque part parce qu'elle travaille à la mairie de Jérusalem, elle est médiatrice, elle travaille aussi dans un projet d'éducation et d'intégration, elle gère pas mal de choses. Elle n'a pas l'air comme ça parce qu'on croyait qu'elle est sortie de l'adolescence, mais en fait, pas du tout. Déborah, ça fait combien de temps que tu travailles à la mairie de Jérusalem ? Alors, ça fait 5 ans en tant que médiatrice. Ok. Et dans ce nouveau projet d'activité parents-enfants et de centre de soutien scolaire, ça fait un peu moins d'1 an. Ok, alors le plan d'émission, c'est à peu près le même que chaque semaine. Les auditeurs connaissent. Le jeu, c'est de te présenter un peu, de savoir qui tu es, de faire connaissance avec toi, de remonter un peu pour te revoir quand tu étais ado, où tu habitais, qu'est-ce que tu faisais, comment tu as fait ta alia, etc. Ensuite, on va parler de ton travail de tous les jours, les défis un peu au quotidien. Si tu as des anecdotes, etc., tu vas nous les raconter. Et ensuite, on arrivera à un projet qui est ici sur cet écran et qui nous parle d'un projet que vous montez cet été pour les jeunes dans la capitale, parce qu'il faut faire bouger un peu ce monde-là quand on est en vacances. Tout ça dans quelques secondes. Alors, on va reprendre avec toi. Déborah, tu étais quel genre d'adolescente quand tu étais jeune ? Tu habitais Paris ? Non, j'habitais pas Paris. Juste Ok. au moment, à mon entrée en 6e, j'ai déménagé à Fontenay-sous-Bois, Ok. donc la banlieue parisienne, à côté de Vincennes. J'ai étudié à Yavne, à l'école Yavne. Mhm. C'était une grande expérience de rentrer dans un établissement si grand. Ah, c'est pas évident, surtout quand on continue. Ouais. C'est assez immense, Yavne. Donc, je venais d'une petite école. Je suis arrivée dans le grand monde de Yavne. On avait des blouses blanches. Ah ouais. La discipline. C'était l'époque blues. Voilà, c'était l'époque blues. C'était une expérience intéressante. Difficile au début. Les terminales, ils nous écrasaient comme ça en chemin vers la cantine. Bon, en tant que 6e, il fallait se faire sa place. Ok. Mais petit à petit, on a fait notre place. T'as fait les réglages et à la fin, c'est toi qui écrasais les petits des 6e qui rentraient. Voilà. Non, C'était t'as pas des très l'air. belles années. Très Ok. belles années. Qu'est-ce que tu as retenu au niveau de message sioniste un peu ? Qu'est-ce qu'il y avait comme activité qui donnait envie d'être en contact avec Israël ? La Comment ? grande activité de l'année, c'était Yom Ha'atzmaut. Ok. Le grand événement de l'année, c'était le moment où les terminales... C'est un peu comme la fête de fin d'année. Les terminales, ils préparaient un spectacle. Un vrai spectacle. C'était Gérard Soufir un peu derrière tout ça ? Gérard hein Soufir, que Ah vous ouais. suivez tous sur Facebook. Oui, depuis qu'il a commencé à mettre une photo toutes les 10 minutes, oui. Voilà. Donc Gérard, c'était un peu l'âme de Yavne. Celui qui donnait goût à être dans une école si sérieuse, malgré les devoirs, malgré la pression. On allait dans le bureau de Gérard, on écoutait un peu de musique, tout paraissait différent. Et c'est lui qui donnait vraiment le côté informel à l'école. C'est important l'informel comme ça. Ouais. Surtout quand on est dans une structure formelle qui est quand même très, très... non pas compétition, mais qui recherche un peu l'excellence comme Voilà, Yavne. exactement. On cherche, donc il y a quand même beaucoup de pression sur l'élève et c'était des petits moments comme ça de pause sympa. Ouais. Tu venais d'une famille où il y avait plusieurs enfants dans la famille ? Ouais, on est 3. Vous êtes 3, tu étais au milieu ? Je suis la première. Tu es la première. Ah, l'aîné, c'est tout un programme. Ça. Donc, C'est tout un programme. Tu devais montrer la route. Et donc, viens, on te suit un peu dans ton parcours. Tu arrives, tu vas jusqu'en terminale à Yavne ? Je vais jusqu'en terminale à Yavne. En seconde, ma cousine, elle fait son Aliyah en Israël, de Strasbourg. Ok. Et ça y est, je me dis que c'est le chemin que je vais suivre et que, bon, dans la famille, on a toujours été très, très sionistes, très portés vers Israël. Une grande partie de la famille habite en Israël, déjà à l'époque. Et donc, en seconde, j'ai le déclic et je me dis, ça y est, je vais faire mon Aliyah et je commence à saouler mes parents, mais tous les jours. Tous les jours. Servi, la cousine a un peu ouvert la porte Voilà, comme ça. exactement. C'était mon aîné. C'était mon aîné. Okay. Dans ce projet-là, c'est mon aîné. Et j'ai commencé vraiment à saouler mes parents. Je dis, vous savez quoi ? Dans 2 ans, je pars. Dans 2 ans et demi, je pars. Dans 3 ans, je pars. Je n'ai pas arrêté de leur faire rentrer le message de tous les côtés. Quand j'ai mon bac, je m'en vais. Dis-moi, il y avait déjà le bac bleu-blanc à l'époque ou pas encore ? Il n'y avait pas le bac bleu-blanc. Ça a commencé 1 an après nous, mais on avait quand même le voyage en Israël. D'accord. J'écoutais la radio dans ma chambre, la radio israélienne, Arutz Sheva à l'époque, Ok. pour entendre
l'odeur d'Israël, pour entendre l'ambiance d'Israël. Je comprenais rien. On apprenait l'ivrite, mais je comprenais pas ce qu'il disait, juste pour me préparer à y être. Tu Quoi. fréquentais un mouvement de jeunesse aussi en parallèle? Ouais, j'étais un petit peu au Bnei Akiva, un petit peu à Tikvateinu. Ok. J'étais pas le Shabbat parce qu'on habitait loin, mais je participais au camp qu'ils organisaient en hiver, en été. D'accord. Et ça aussi, ça permet d'être dans l'ambiance complètement, Ouais, complètement. Des trucs de Alia, etc. Voilà. D'accord. Donc arrive le moment fatidique, tu passes ton bac et là, tu as des opportunités. Il n'y avait pas de programme Massa à l'époque. Comment ça marchait? Il y avait des Je trucs crois pas déjà qu'il y avait programme à ça. Il y avait des programmes de première Il y avait année. des programmes, ouais. Il y avait toutes sortes de programmes. J'avais décidé que je voulais étudier un peu le Kodesh. Et donc j'ai décidé d'aller dans une midrasha. D'accord. Midrashet Arova. Ok. Sérieux, tu t'es dit, je vais être pas loin du Kotel, je peux descendre. Non, c'était pas le programme original, mais programme originaire, mais après coup, c'est ça qui s'est fait. Donc on est parti plusieurs copines étudier 1 an dans la vieille ville. C'était très spécial. D'un coup, on comprend la différence entre la vie en France et la vie en Israël, tout le judaïsme qui est dans la rue, dans la vie, alors que nous, on vivait entre les murs de l'école, entre les murs de la synagogue, à la maison. De la communauté à la maison voilà. Et à l'école à peu près. C'était très, très différent. D'un coup, on voit qu'à chaque occasion, il y a des danses qui s'organisent, il y a des activités, des événements. C'était vraiment une grande, grande découverte. Ça nous a ouvert la tête vers... Comment étaient les parents, la famille à l'époque? C'est alors qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas eu des tentatives pour te ramener un peu? Mes parents étaient d'accord. Commencer des études sérieuses? Non, je leur avais bien expliqué que c'est ce que je voulais faire pour la première année. On passe aussi les psychos cette année-là. Donc ça rassure les parents francophones qui se disent qu'est-ce qui va se passer après coup, après la première année. Donc on faisait l'Ulpan, on étudiait les psychométriques. Et c'était 1 an après l'intifada, donc ça va. Il faut rappeler aux auditeurs qui nous suivent qu'en France, c'est très sérieux de l'histoire des études et tout. Ce genre d'année, c'est pas une année un peu perdue. Ils aiment bien ce mot-là, un peu perdu. Au lieu de bosser 45 ans, tu bosseras que 44 dans ta vie. Non, toi, t'as pas eu l'impression du tout que c'était une année perdue, bien loin de là. Ça va, franchement pas du tout. Et ça, au contraire, quoi, c'était une année c'est l'année où on atterrit en fait. Okay. Ça met du temps à atterrir en Israël. On croit que ça se passe au moment où l'avion il se pose sur la terre, mais en fait, le temps de réaliser la décision qu'on a prise, le temps de comprendre où est-ce qu'on est arrivé, qui sont les gens qui nous entourent, comment le pays fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de nous dans cette nouvelle aventure, c'est bien de prendre le temps. 1 an, c'est un minimum pour toutes ces questions-là. Minimum. Ok, donc tu finis cette année et là, tu as le choix, je suppose, entre beaucoup de trucs. Tu voulais faire un Shirut Leumi, servir un peu. Je voulais d'abord aller à l'armée, je me suis renseignée, j'ai pris les rendez-vous, tout ça. Ils m'ont dit que ça durait 2 ans minimum. Ça m'a un peu effrayée. J'ai dit, bon, on va aller voir le Shirut Leumi. Ça, j'avais entendu que c'était 1 an. Okay. Donc je suis partie vérifier plusieurs endroits. Comme c'était tard au moment où il fallait... Enfin, c'était tard au niveau de l'année. J'ai décidé tard d'aller voir le Shirut Leumi, donc il restait des postes moins intéressants. J'ai quand même vraiment essayé. Je me rappelle, j'étais assise en dehors de la midrasha à vérifier chaque endroit, à téléphoner, à aller même sur place. Je suis allée à Lod, je suis allée dans le sud, dans plein d'endroits. Finalement, j'ai pas trouvé un rôle qui me correspondait et qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de laisser tomber. À grand regret, ça m'a mis plusieurs années à avaler le fait que je n'ai pas donné ma part, comme tous les Israéliens. Donc, j'ai commencé mes études directement. Tu as étudié quoi? J'ai étudié la biologie, ce que j'adorais au lycée, à Bar-Ilan, à l'université de Bar-Ilan. C'était aussi encore une autre découverte d'Israël. On ne comprenait rien au début. On était assis dans des amphis, on était déconnectés. Ça a mis du temps à se rendre compte que c'est possible de réussir malgré le fait qu'on soit à Olé Hadash. La vie étudiante sur le campus, c'est des souvenirs merveilleux. On rencontrait des étudiants de tous les pays. On habitait sur place, plusieurs copines, plusieurs copains. Et c'était vraiment des très belles années. T'arrivais à aller en cours quand même, parce que ça a beau être la 2e année, c'est la 2e année d'atterrissage, il y a quand même plein de tentations, des trucs qui se passent et tout. On peut se disperser dans ce genre de campus. Il faut même trouver le chemin, parce que le campus, c'est quelque chose d'énorme.
les premiers jours, on met une demi-heure à trouver sa salle. Une fois qu'on est arrivé, on comprend rien, donc ça motive pas à revenir. Donc oui, on se dit, bon, si je comprends rien de toute façon, est-ce que je vais revenir au C'est marrant cours? parce qu'à la fin, qu'en Israël, on a l'impression qu'on va réussir quand même à la fin, Ouais. mais en vrai, quand on est en cours, on voit pas comment. Quoi. C'est terrible. C'est pas très clair. Ah ouais, c'est t'as un mec terrible. qui parle des fois 1 heure, t'as beau avoir fait l'ulpan et tout, tu comprends rien, Ah ouais. mais tu te dis, ouais, bon, je vais me débrouiller à la fin. Et donc, tu t'es débrouillé, t'as fini Je me suis ton débrouillée, diplôme. j'ai fini mon diplôme, j'ai fait une deuxième formation pour être enseignant de biologie. Ok. Euh, Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée médiatrice à la mairie, Voilà, en train de t'occuper exactement. d'éducation et d'intégration, un parcours israélien très classique. Comment tu es passé de la biologie, des trucs à ça? ouais. Après Qu'est-ce qui avoir s'est bien passé fréquenté les éprouvettes et les labos, je me suis dit que c'est pas pour moi, j'ai besoin de contact humain, j'ai besoin de faire un travail qui est en contact direct avec les gens, donc plus se tourner vers l'éducation. En parallèle de mon diplôme, je prenais des groupes à la Chavaya israélite, on guidait, on les emmenait découvrir Israël. C'était plus là-bas que j'étais que dans les amphis, des Ok. amphis de la fac. Tu avais des copains sympas qui prenaient les résumés Voilà. quand même des cours. Ouais, Exactement. Il faut C'est les trouver, utile. c'est très c'est bien. important de les trouver, C'est tout ceux-là. un boulot. ça prend bien des mois quoi, pour trouver les bons. Et Voilà, pour ceux qui laisser- écrivent tout, même les blagues du prof. Voilà, Ce exactement. qu'on est sûr de rien rater. Donc le chinour m'a cligné de l'œil. Ok. Et en fait, depuis la fin de ce Tohar, je me suis occupée que de projets qui sont liés à l'éducation informelle. Que ce soit au Minal HaStudentim, Givat Washington, la Chavaya Israeli toujours, Massa Israeli, toutes sortes de projets d'éducation informelle. Tu as goûté un peu à tout pour voir ouais. ce qui se faisait. Comme ça, tu avais une vision globale de ce qu'il y avait un peu sur le marché. Mm. Et donc, tout ça t'amène à penser qu'effectivement, il y a plein de choses à faire en éducation informelle, mais il y a aussi des vagues de Alia qui arrivent, il y a aussi des Olim. C'est un grand défi peut-être de la communauté en France et d'Israël, Birklal, de gérer toute cette vague-là. C'est ce qui va t'amener un peu à... Pas tout de À la suite. mairie ou pas tout de suite, J'ai décidé, je me suis renseignée, j'ai décidé de faire un Tohar Sheni en Yehoutz Rinouchi, Ok. donc conseillère éducative. C'est un des personnages principaux de l'école en Israël. Donc j'ai étudié mon Tohar Sheni dans le Chinour, cette fois-ci dans le domaine que Ok. je pensais le plus proche. Et c'est très difficile de rentrer en tant que nouvelle Yoetzet à Jérusalem. Donc dans mes recherches, on m'a proposé ce poste de médiatrice en parallèle. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est aider les gens à comprendre le système. C'est-à-dire, il faut comprendre l'éducation israélienne, il faut comprendre d'où ils viennent les Olim, de l'éducation française qu'on a connue. À Yavne, on a bien compris c'est quoi l'idée de l'éducation française. Et de faire en fait le lien entre les Olim et les écoles israéliennes. D'accord. D'un côté, expliquer aux écoles qu'est-ce que c'est un olé, c'est quoi le parcours du olé, pourquoi il est monté en Israël, quelles ont été ses intentions, quelles sont ses attentes, et qu'est-ce qu'il a fait arriver jusque-là. Et en parallèle, évidemment, parler de l'éducation française. C'est quoi l'école en France? Ok. D'un autre côté, donc ça c'est du côté israélien, travailler avec les équipes israéliennes des écoles primaires. Du côté français, c'est pareil, expliquer aux parents c'est quoi l'école en Israël, quelles sont les attentes, quel est le rôle des parents face au Et système. c'est pas évident parce que les parents français sont souvent un peu perdus en arrivant ici. Ouais. Ils trouvent toujours l'école israélienne trop libre, on comprend rien, c'est n'importe quoi. C'est pas assez strict, ils les servent pas assez, il y a plein Ouais. de C'est tanneurs. très différent. Et donc toi, tu dois expliquer. Voilà, je dois expliquer le rationnel des choses des deux côtés en essayant de faire la paix. Ça veut dire le but, c'est de faire avancer les enfants et de leur donner les outils adaptés au nouveau système, Ok. tout en douceur, en ayant conscience que l'école, il faut aussi qu'elle comprenne d'où ils viennent et les premières étapes de l'Aliyah. Donc le but, c'est pour faire intégrer les enfants de la meilleure manière. D'accord. Il y a un truc que tu nous as pas dit, et je vais devoir forcer un peu, mais vu ton orientation très éducation informelle, éducation birklal, tu es quand même de la famille du grand rabbin Chouchna, et tu voulais passer sous silence, mais oui, on pourra pas. D'abord parce que ça a été un de mes maîtres aussi, que j'ai connu de très près,
Et c'était quelqu'un qui avait vraiment le chinour formel comme informel dans le sang. Je n'avais pas l'impression qu'il devait apprendre quoi que ce soit. C'était tout à fait naturel. Tu te souviens un peu de lui, de son enseignement Bien sûr. Ouais, c'est un truc qui t'a guidé. Ouais, j'étais très proche de mon grand-père. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Oui, Donc, j'ai grandi avec lui. Très proche. Ça a contribué à ta flamme comme ça, ton envie de... Peut-être, on ne sait pas. Je sais pas Qui toujours donne quoi? retrouver les connexions. On ne sait pas, mais sûrement. Ouais. En tout cas, c'était un très grand. Et je te confirme, c'est très grand. J'ai beaucoup roulé ma bosse en éducation informelle et je peux te garantir que c'était facile pour lui. C'était facile. On va fermer la parenthèse parenté. Raconte-nous un peu dans ta vie de tous les jours, si tu te souviens de petites anecdotes, de petites histoires qui ont un rapport avec ton boulot, même de médiatrice, des incompréhensions des fois. Je sais que les parents de Olim qui arrivent des fois ici, ils comprennent rien. Pour donner un exemple un peu aux auditeurs, cette histoire de, bon, tu peux aller faire le feu de l'Akba Omer, mais reviens avant minuit, quand le feu de l'Akba Omer, on va commencer à l'allumer à 1h du matin, donc avec des décalages comme ça. Tu te souviens de trucs où tu as dû intervenir en disant, hey, on a changé de pays, quoi, on a changé de phase, réveillez-vous, quoi, un peu. Je te prends un peu par surprise, tu n'as pas pu préparer comme ça. Mais je suppose que cet écart de mentalité, comme ça, de façon de voir les choses, oui, moi je comprends très bien le rôle de médiatrice, qu'il y a besoin de quelqu'un qui fasse le lien, qui fasse le pont, sinon les gens peuvent rester des années comme ça, en regardant, en disant c'est n'importe quoi ce système, alors qu'il a sa vraie logique. Comment t'expliques par exemple le système israélien aux parents français ? Comment t'expliques la recherche qu'il y a même dans la donner de la responsabilité à l'enfant, faire en sorte qu'il soit plus à l'aise dans son école ? Ce qui n'est pas toujours une évidence pour les parents français habitués à un système très strict. Dans le système français, on est très habitué à recevoir des consignes, les remplir et recevoir une note. C'est-à-dire, c'est un peu le système lié au fonctionnement de l'usine. Je veux dire, c'est un peu dur de dire usine, mais... Il n'y a pas moyen de te tromper. Voilà, il y a une mission, on sait ce qu'il faut faire, il faut engorger les connaissances et les ressortir au moment de l'examen et avoir une note, être classé. Quand on raconte aux Israéliens que les profs, ils nous classaient premier, deuxième, troisième et qu'ils rendaient les devoirs selon l'ordre, ça les choque complètement. C'est inimaginable en Israël. En Israël, je pense que d'abord, il y a plus de place au côté informel. Ok. C'est-à-dire, nous, si on avait Gérard Sophir, eux, ils ont... Chaque prof, il est un peu Gérard Sophir. Chaque prof, il amène son côté informel. Toute l'école, elle a des programmes très, très, très développés au niveau de l'informel, que ce soit découverte du pays, que ce soit... je donne toujours l'exemple, le cours de Kishur Chaim, que la Yoet 7 suit de près ou de loin. C'est-à-dire, c'est un cours qui nous apprend comment vivre, en fait. Okay. Comment se faire des copains, comment régler un conflit. On a l'impression effectivement dans l'école israélienne, c'est on va te préparer à la vie, vraiment voilà. Dans tous ses aspects, pas l'aspect scolaire seulement, pas l'aspect notes ou résultats. Ouais. On va te préparer à être un grand ici, à pouvoir aller ensuite à l'armée, bosser. Et donc, qu'est-ce qu'on développe particulièrement ? On développe la responsabilité de l'enfant. Quand les parents francophones me disent « mais il n'a rien écrit sur son cahier de texte. Il n'y a rien, je vois rien, il n'écrit rien ». Mais le gosse qui vient d'arriver, il ne comprend pas ce qui se passe forcément. Et donc, il ne suit pas vraiment... Il n'écrit rien puisqu'on n'a pas écrit au tableau. Ou c'est pas écrit au tableau, ou alors c'est écrit, mais c'est dans un langage qu'il ne comprend pas. Ou alors la prof, elle n'est pas venue lui dire « tu dois écrire voilà. ». Quand tout le monde a compris que c'était le... Tout le monde a compris, tout le monde a écrit ce qu'il pensait, en fait. Et il est le seul à ne pas avoir écrit. Quoi. Alors les parents, ils me demandent souvent, est-ce que c'est possible de dire à la prof de l'aider à écrire ou de l'aider à... Alors moi, j'essaie de leur dire, c'est possible, mais... Venez, on lui dit à lui. Venez, on lui dit à lui. Tu dois écrire ce qu'il y a écrit au tableau. Essaye de suivre. Quand ils te disent shiur et baït, ça veut dire devoir. Tu sais que là, il faut sortir ton cahier de texte et écrire. Donc l'enfant, il est beaucoup plus responsable qu'en France. Nous, à 18 ans, on était des enfants de Kitavav, on peut dire. C'est-à-dire le rapport entre la maturité et la responsabilité, il est
extrêmement Alors, différentes. on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie de Plein d'ado pour en parler, parce que effectivement, c'est un truc qui revient sans cesse. Même il y a même des plaintes un peu des fois d'enfants israéliens, on va le voir tout de suite, qui disent ouais, mais il est bien le petit Olé, mais on parle pas avec lui, mais pas parce qu'il est français, parce que au niveau maturité, on le sent pas des fois. Il est pas comme nous, quoi. Il va pas prendre. On va en reparler tout de suite. Merci Déborah, tout de suite. Plein d'ado, deuxième partie, avec Déborah qui travaille à la mairie et qui va nous présenter dans quelques minutes le programme qu'ils ont concocté pour nos enfants, pour nos ados en fait, pendant les grandes vacances. Mais on en était encore aux différences un peu de culture. On disait que le fait que l'enfant français, très souvent l'ado, même s'il s'en rend pas compte, lui, parce qu'il a toujours grandi comme ça, a été finalement très, très dirigé, un peu même couvé dans un système très clair, avec des règles très claires qui ne responsabilisent pas tellement la personne. J'étais en train de te dire que moi, j'avais rencontré des jeunes qui me disaient « Oui, mais je ne peux pas fréquenter ce petit Français qui vient d'arriver, pas parce qu'il est olé, pas parce qu'il parle français, ça on pourrait passer, mais parce qu'au niveau maturité, j'ai l'impression qu'on l'a, qui est un peu attardé, même au niveau de la maturité. Il n'est pas du tout à mon niveau. » Tu as constaté, toi aussi, ça, sur le terrain un peu ? C'est très marquant, quoi. Ça se voit dans le primaire, dans le secondaire. Bien que, je dois dire que les enfants français, les Olim français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils comprennent facilement qu'en Israël, il y a la place à l'expression personnelle, aux initiatives personnelles. Et donc, ils essayent de rentrer dans le système, mais de manière un peu décalée. Okay. C'est-à-dire, ils n'ont pas les codes, parce que les codes, c'est ceux qui sont nés ici qui les ont, les codes sociaux, je veux dire. Et quand ils essayent de rentrer dans le système et de dire « Ah, en Israël, tout est permis, c'est super », ça sort pas bien. Non, ça sort pas bien. Tout n'était pas permis, sauf qu'il faut connaître un peu, comme ça, d'instinct, les limites et les façons de s'arrêter. On a parlé aussi de différences sur l'extériorité. Combien le jeune Français qui fait sa alia, etc., met encore l'accent énormément sur le paraître, comment je suis habillé, quelles chaussures j'ai, quelles chaussettes je mets. C'est pas les mêmes. Ou bien en plein été, il va se balader avec des belles chaussures pendant que tous les Israéliens sont en sandales, déjà en tongs. C'est des trucs qui choquent un peu les Israéliens quand ils voient ces Français arriver. Ouais, c'est comme ça qu'ils les reconnaissent. C'est comme ça qu'on reconnaît. Nous aussi, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est comme ça qu'on sait que c'est des Français et qu'ils sont un peu différents. Des deux côtés. Ça marche des deux côtés. C'est-à-dire quand un Israélien il voit un Français habillé comme ça, super classe, alors que c'est un jour normal, il comprend pas. Mais quand le Français, qui est super classe, voit un Israélien en tongs, t-shirt et petits shorts, il comprend pas, quoi. C'est complètement négligé. Ouais. Donc ça n'aide pas, c'est le premier aspect, mais ça n'aide pas forcément à regrouper les jeunes. Ok. Alors comment tu fais quand tu fais de la médiation, par exemple ? Tu te souviens un peu de comment tu étais en France ? Ça t'aide ou tu as un peu oublié comment c'était ? Ça m'aide complètement et c'est aussi pour ça qu'il fallait quelqu'un qui ait grandi en France. Quand les parents ils parlent, il faut comprendre exactement à quoi ils font allusion. Étant passé par le système scolaire français, alors je connais, quoi, je sais exactement de quoi il parle. Pourquoi la prof, elle vient pas l'aider à écrire ? Pourquoi on leur donne pas de devoirs ? Pourquoi on les tient pas plus ? Pourquoi la discipline, elle est pas un peu plus stricte ? Comment ça se fait qu'il y a des enfants qui se baladent pour aller boire de l'eau en plein milieu du cours ? Il faut comprendre, une fois qu'on a compris ce que veut dire le parent, derrière tous ces mots-là, on essaie de transmettre l'idée du côté de l'équipe israélienne et de leur expliquer que les normes, elles sont différentes et ils ont donc des attentes différentes et après, c'est à l'équipe à expliquer à la famille comment ça marche ici. Alors, qu'est-ce que tu penses des initiatives qui disent aujourd'hui, on en voit quelques-unes fleurir, des fois dans les journaux francophones, on va faire une école comme en France, en Israël, une école comme en France, vous ne serez plus perdus. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça ? Je pense que ça vient d'un besoin, d'abord. Okay. On va dire qu'en premier, ça vient d'un besoin de recréer quelque chose qu'on connaît avec nos repères, savoir comment il marche pour pouvoir gérer, en fait, pour pouvoir gérer la situation. Parce que le fait de ne pas connaître le système, ça crée chez l'Olé Hadash qui est parent
Une instabilité. Une impression de pas tenir les rênes, de pas gérer, de pas savoir ce qui se passe complètement et de pas pouvoir suivre son enfant dans sa scolarité. Pas pouvoir aider à faire les devoirs, etc. Ouais, ça les met dans une situation où ils sont très perdus. Et donc oui, quand on leur propose ou qu'on leur dit voilà, on va construire le même système qu'on a eu en France en Israël, pour eux c'est la solution magique. C'est continuer en fait notre France, mais avoir changé géographiquement de pays. On a quand même décidé de faire sa Aliyah en Israël. Voilà. Alors je pense que l'Aliyah, elle n'est pas uniquement un déplacement géographique. C'est aussi par son nom qu'on le comprend. C'est une montée, ça veut dire qu'on vient en Israël pour d'autres raisons, pour des raisons idéalistes, pour des raisons sionistes, pour des raisons aussi historiques, créer la nouvelle histoire du peuple juif. Et donc en fait, c'est là où ce paramètre, il rentre pas forcément dans ce projet de nouvelle école francophone. C'est-à-dire, si on est venu recréer la France en Israël, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je suis pour faire venir les bonnes choses de la France, les qualités des francophones, les petits ajustements que les Israéliens auraient besoin à la française. Mais pas pour recréer la France pour recréer Yavne en Israël. Non, je pense qu'on perd quelque chose. C'est-à-dire on prend le système, on l'amène ici, mais on l'intègre pas avec toutes les bonnes choses qu'il y a au système israélien. Il y en a beaucoup. Le système éducatif israélien, je trouve qu'il est très développé par rapport à celui de France. Et donc, il y a aussi des bonnes choses à prendre du système. En faire un mix, avec grand plaisir. D'accord. Alors, on va parler avec toi d'un sujet qui fait peur un peu à tous les parents chaque année. En Israël, on a très peu de jours de vacances. Et quand arrivent les grandes vacances, des fois, c'est un peu la panique en disant « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire mes enfants pendant ces grandes vacances ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à la maison ? Est-ce qu'ils vont pas traîner un peu partout ? On n'a pas toujours les moyens de se payer des super vacances. Il n'y a pas de colo en Israël comme il y en avait en France. On va te débarrasser de tes enfants pendant 2-3 semaines et tu as une option sympa au mois de juillet. » Alors, quels sont un peu les kivunim, quelles sont les directions qu'ont pris un peu les activités pour francophones pendant les grandes vacances, un peu pour francophones ou pas pour francophones, ou mélangés, etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces parents qui ont peur d'être coincés au travail pendant que leurs enfants vont être libres un peu dans la rue ? Est-ce que vous faites à la mairie ? Vous bougez des choses par rapport à ça ? À la mairie spécifiquement, il y a pas vraiment de programme pour l'été, mais on est en collaboration avec d'autres instituts qui font des programmes. Avec toutes les associations, etc., voilà. Qui ont des programmes elles-mêmes. Et donc, vous orientez un peu les francophones vers eux. Oui, il y a l'Ulpan Kaitz, qui est destiné aux Olim qui vont faire leur Aliyah cet été. Okay. Pas nombreux, mais c'est destiné pour eux, de tous les pays. C'est un Ulpan et des activités informelles, de découverte d'Israël, de jeux, de toutes sortes de choses ludiques. Et il y a aussi le programme Pélé, qui s'adresse aux secondaires, de 12 à 17 ans, il me semble. Okay. C'est un programme aussi qui allie l'utile à l'agréable en faisant un renforcement scolaire pour les enfants qui sont déjà intégrés dans les écoles et d'autre côté des activités informelles. Donc vous regroupez un peu toutes ces idées, vous essayez de les répartir un peu, d'en parler aux francophones. Tu as touché un point en passant comme ça, en disant peu nombreux. Qu'est-ce qui se passe avec la Aliyah et plus particulièrement la Aliyah sur Jérusalem ? Il y a un ralentissement qu'on sent très il y a un ralentissement général, pas que sur Jérusalem. Je ne sais pas expliquer ça. J'imagine qu'on dit toujours ceux qui ont voulu monter, ils sont montés. J'imagine qu'il en reste d'autres qui veulent arriver en Israël. J'ai l'impression, effectivement, moi qui voyage pas mal, qui travaille pas mal avec la France, que grosso modo, il y a quelque part dans la tête la décision qui est prise, mais qu'il y a moins urgence. Qu'à un moment, après l'hypercachère, etc., il y avait eu un pic, on disait il faut le faire maintenant. Et puis maintenant, on a l'impression que dans ces époques-là, c'est jouer la décision, c'est grosso modo, on va monter. Mais je ne suis pas à la route, je ne suis pas complètement sous pression pour décider quand. Et donc, je peux me permettre de ralentir un peu et de voir un peu venir. Mais effectivement, moi, de mes voyages en France et tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une baisse de la motivation et de la décision. Plus, on prend plus son temps. Donc, moins des pics, etc. Comment ça se traduit sur Jérusalem quand vous faites des activités, etc. On a l'impression que c'est plus mou, il y a moins de personnes pour faire participer, ou les anciens Olim, ça suffit pour remplir quand même des... Je pense que les Olim qui viennent d'arriver, ils sont occupés à leur survie, à s'occuper des choses essentielles. Les Olim un peu plus anciens,
Alors oui, Dafka, on a des activités d'estime pour eux jusqu'au moment où ils se sentent assez tranquilles au niveau technique, au niveau du travail, de la maison et tout ça. Quand tout s'est bien stabilisé, alors oui, ils sont plus à participer. Ok. C'est toujours très agréable de les rencontrer Moi, c'est ça que j'aime, quoi, de les rencontrer dans un cadre informel. Je préfère les rencontrer en se préparant au marathon que les rencontrer à l'école. Ouais, c'est autre sûr, chose. C'est sympa. Alors Déborah, tu vas nous parler un tout petit peu maintenant du... C'est pas pour ça que tu es venue, mais c'est déjà... Presque. C'est déjà, parlons-en. Vous avez prévu un programme. Alors, c'est pas un grand programme, c'est pas un truc sur 3 semaines, etc. C'est plus une petite dégustation. Mais en collaboration avec un organisme qui s'appelle Massa Israeli, dont tu vas nous parler, vous avez un programme d'une journée entre le 5 juillet et le 6 juillet. Juste avant qu'on en parle vraiment, qu'est-ce que c'est Massa Israeli? On entend ça un peu partout en Israël. Qu'est-ce que c'est? Comment ça a été monté? Pourquoi vous avez choisi cet organisme comme partenaire de ce projet? Alors, Massa Israeli, c'est en fait un projet qui a commencé il y a quelques années. Moi, quand j'étais étudiante, donc je prenais des groupes touristiques et on les emmenait faire découvrir Israël. C'était souvent des groupes francophones, évidemment. Okay. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais les Israéliens aussi, ils doivent faire ce genre de choses. Et je sentais que c'était le moment pour moi de passer du côté israélien. Donc j'ai fait la même chose en version israélienne. Et j'ai commencé par Massa Israeli. Okay. Massa Israeli, en fait, c'est je sais pas, c'est une association ou... Peu importe. Massa Israeli, au départ, c'était une association, oui. Ouais. Je me souviens bien l'idée de Massa Israeli, en fait, c'est de faire découvrir Israël au Kitot Yud Aleph Yud Bet d'une autre manière. De partir en Massa. Massa, c'est un voyage. Donc, c'est pour les secondes premières, pour les gens qui ne sont pas hébraïsants. Voilà, seconde première. Terminale aussi, il y a des terminales? Je ne pense pas qu'il y a terminale. Ok, d'accord. Peut-être, ça dépend. Ça, je ne sais plus. Aujourd'hui, je ne sais pas. Okay. Donc, c'est de faire découvrir... Aujourd'hui, ce n'est même pas uniquement les élèves, c'est l'armée, c'est les soldats, c'est plein d'autres publics. En tout cas, les élèves, c'était de faire découvrir Israël d'une autre manière. Quand le madrir, donc celui qui dirige, qui accompagne et qui anime le Massa, c'est quelqu'un qui s'y connaît au niveau géographique, évidemment, qui a appris l'histoire d'Israël, donc c'est un guide touristique. Et de l'autre côté, il a des capacités et des compétences dans l'animation de groupe. Et donc, en fait, ils font un mix des deux. Un Massa Israeli, c'est quoi? C'est une semaine. On découvre Israël de la périphérie. On commence par la périphérie, c'est-à-dire on commence dans le nord ou dans le sud. Et petit à petit, on s'approche de Jérusalem. Le point culminant, c'est le Shabbat à Jérusalem, où tous les massas se réunissent. Et donc, chaque jour a un thème. Okay. On commence... en fait, les thèmes, ils sont définis par les cercles d'appartenance. Le premier jour, on est ou dans le désert ou dans le nord, éloigné un peu de la ville, et on s'occupe de Ani ve'atzmi. Moi et moi-même, de réfléchir sur ma place à moi en tant qu'être humain, mes rêves, mes intentions, mes forces, mes faiblesses. Et ça se passe dans un contexte qui est un peu détaché de la ville, donc où il y a plus de calme et on a plus de possibilités de faire un travail d'intérieur. Et donc, à la fois, on découvre Israël, donc on fait des super excursions en Israël, et en même temps, on réfléchit. On fait un travail sur soi-même, sur l'intérieur, pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion, de prendre un peu de temps pour donc ça. Dans tous les jours, il y a 3 moments où on se réunit en cercle. Tous les participants, ils se réunissent en cercle, que ce soit par terre, tous en cercle. Et l'animateur, il les fait réfléchir sur un sujet qui est lié au sujet du jour et qui permet, en fait, la différence avec le guide touristique. Le guide touristique, il nous apprend quelque chose, donc c'est dans un sens. Et là, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer, peut réfléchir, peut nous faire part de ses réflexions. C'est un débat. Et donc c'est actif. Les participants, ils sont complètement actifs. Le deuxième jour, c'est Ani ve'akvutsa. Donc moi et le groupe. Et là, on fait toutes sortes de jeux de dynamique de groupe qui mettent en valeur les forces, les faiblesses, qui est le dirigeant, Et comme ça, on avance chaque jour. Ani ve'akeila. On se balade dans une ville en Israël et on essaye de découvrir un petit peu son histoire. Alors, dans des missions, on doit parler à des gens et leur dire comment ça se fait que cette rue, elle s'appelle comme ça, qui est ce personnage-là.
On se débrouille un peu dans la ville comme ça avec un jeu de piste. Et ensuite, on fait une activité de volontariat pour donner son apport à sa société, pour voir un peu plus large en fait. Et tout ça, c'est accompagné de réflexion. Au jour le jour, dans ma vie du quotidien, comment moi j'apporte à la société. On a l'impression que ça a été vraiment très bien réfléchi. Complètement. Je réfléchis d'abord à moi, puis ensuite je commence à sortir, puis je vais carrément vers l'autre et lui donner. Voilà. Il y a un point culminant, à un moment on arrive à un truc, après tout ce travail-là, à un dernier jour ou un Shabbat. Ouais. On passe à Aniv et à Am Ba'aretz en étudiant, en se baladant sur les traces du Tanakh. D'accord. Voilà. Ensuite il y a Aniv et à Medina. Donc c'est des endroits où il s'est passé quelque chose d'important pour le pays, que ce soit des combats ou toutes sortes de choses. Et ensuite, le Shabbat, c'est Aniv et Yahadut. Moi, en tant que juif, donc le cercle le plus large, qu'on pourrait ajouter un cercle, Aniv et Olam. Aniv et Yahadut, comment moi, en tant que juif... On a arrêté. La semaine se termine, on ne peut plus. Donc moi et le judaïsme, comment je me relie à mon judaïsme. Donc c'est plus qu'un voyage, c'est beaucoup plus. C'est quelque chose qui nous permet d'analyser en fait chaque cercle de sa vie et de faire un break et de se dire voilà, moi où je suis par rapport à moi-même. J'ai des rêves, mais est-ce que je les accomplis? Est-ce que je suis en voie de les accomplir? Est-ce que je fais quelque chose pour les accomplir ou alors il reste des rêves? Est-ce que je fais partie de ce pays? Mais est-ce que je fais juste partie géographiquement, comme on l'a parlé je suis juste ici, ou alors j'ai des contacts avec ce pays et je lui apporte, il m'apporte. Enfin, c'est de réfléchir à tous les cercles d'appartenance d'un jeune de 17 ans. Ça fait vraiment réfléchir. On a envie d'inventer, grâce à ça, des programmes aussi pour des touristes qui viendraient, qui croient que passer le mois à Netanya, c'est suffisant. On aura envie de les faire sortir un peu, de leur dire tu vas faire une semaine de Massa Israëli pour changer de quelque chose qui te fait sortir un peu des limites de la ville et de la plage et de la boîte de nuit, etc., pour voir autre chose. Sinon, tu vas passer à côté d'Israël, en fait. Tu vas être là sans être là. Quoi. Complètement. C'est vraiment une occasion de s'arrêter et de réfléchir. Ce qui nous arrive pratiquement jamais par la course de la vie, quoi. Et donc là, c'est proposé au public français. En fait, moi, j'étais animatrice à Massa Israëli. Et c'était quelque chose qui a été très... que j'ai énormément apprécié. Et donc maintenant, j'ai eu ce poste de pouvoir faire des activités parents-enfants informelles. Pour moi, c'est relier deux mondes. Toutes les... Comme on a dit tout à l'heure, encore une fois, les qualités du système israélien, c'est-à-dire tout ce que Massa Israëli a apporté, a amené à la société israélienne, de faire le lien en fait avec les Olim et de leur proposer un Massa Israéli en courte durée, mais version Aliyah. Ça veut dire moi et mon Aliyah. On va en parler tout de suite, juste pour clore sur Massa Israéli. Il faut savoir que c'est un programme qui a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, il s'étend de plus en plus à de plus en plus d'écoles. À l'armée. Et à l'armée, il y a une demande énorme, parce que c'est vraiment une des grandes réussites chinuchit en Israël. Et donc, vous avez eu l'idée de vous dire, bon, allez, on va réunir tout ça et on va mettre ça à la portée aussi des francophones qui sont arrivés, des Olim arrivés dans les 10 dernières années, et on va leur faire goûter parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'une bonne alia, une alia réussie, c'est aussi tout ce que tu as dit, c'est-à-dire se comprendre soi-même, comprendre les différents cercles et arriver à être parfaitement en osmose avec la nouvelle société dans laquelle tu es tombé. Alors, comment ça va se passer? On va faire un peu de pub maintenant. Ouais, je veux dire juste une chose, c'est que Massa Israëli, il n'a pas d'agenda, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de rendre quelqu'un quelque chose. C'est pas de le transformer en quelque chose. C'est pas idéaliste dans ce niveau-là. C'est pas des religieux ou des pas religieuses. Voilà. C'est ouvert et le but, c'est que chacun ressorte avec ses propres réponses. C'est vraiment personnel. C'est ça. On lui apporte pas de réponse. On n'essaie pas de lui glisser. Il n'y a pas de bonne réponse. Message, voilà, exactement. D'accord. Donc en fait, ce Massa, on a voulu faire soft, adapté au public francophone, de sortir jeudi et vendredi, donc 1 jour et demi, pas trop long. Dans la région de Beth Shemesh, donc c'est destiné aux gens de Jérusalem, donc c'est pas très loin non plus. Le temps de s'éloigner un peu pour revenir. Parents et adolescents, c'est aussi un chidouche, ça c'est aussi une nouveauté que Massa Israëli n'a pas encore
n'a pas encore proposé. On s'est dit, pourquoi pas allier les parents qui ont un processus d'Aliyah et tout, Et ça, tout c'est une un première, ratio. ça. C'est une C'est une première que première. les parents puissent venir. C'est une première, c'est une tentative, j'espère qu'elle D'accord. réussira. Parents et adolescents, donc classe de Tate Youd. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le programme? Le programme, c'est la même idée, c'est de se promener et de découvrir des nouveaux paysages, de découvrir des nouvelles choses en Israël, de passer D'abord, je pourrais dire que la première des choses, c'est passer du temps entre parents et ados, et ça se relie à ton émission. C'est difficile souvent quand on a plusieurs enfants de se consacrer juste à celui qui est en période plus difficile ou alors qui a besoin de plus d'attention. On peut en amener plus. À partir de quel âge on peut C'est rentrer? minimum un parent, minimum un adolescent. Ça D'accord. peut être 2 parents, Mais 3 qu'est-ce que vous adolescents. appelez adolescent, c'est quel âge votre Des classes de définition? Tate Youd. Tate Youd, c'est vrai, effectivement, ça Tate apparaît Youd. ici. Donc, 150 shekels par personne. On a essayé de subventionner au maximum pour permettre à tout le monde de participer. d'accord. Donc il y a une découverte d'Israël, de l'histoire des héros. On a une activité de volontariat pour goûter aussi à la société israélienne de plus près et pour se placer par rapport à elle, donner de son temps, goûter à ça. Ok. Et le soir, ambiance camping. On a fait aussi camping soft. C'est pas des tentes, des petites tentes que chacun se construit. C'est une grande tente bédouine avec des matelas. D'accord. C'est plus soft. Il y aura des douches, il y aura des toilettes. C'est pas la nature complètement. Et donc tout ça, c'est de renforcer son identité, en fait, que chacun faire le processus d'introspection par rapport aux D'accord. différences. Il y a à peu près une journée et demie, ça dure. Voilà. C'est vraiment une petite dégustation pour faire goûter un peu à Massa Israeli, pour faire goûter un peu au programme. Mais d'un autre côté, ça a assez de souplesse et au niveau de la participation des parents, de plusieurs adolescents dans la famille, etc., pour permettre à pas mal de personnes, effectivement, d'être avec vous. On va redonner les détails très vite. Massa Israeli à Berit Jérusalem vous propose de participer à un Massa parent-ado exceptionnel. Notez bien, se relier à sa famille, son pays, son État, son peuple. Jeudi 5 juillet jusqu'au vendredi 6 juillet, vous pouvez venir à plusieurs. C'est surtout pour les parents et adolescents qui sont en classe Tate et Youd. On va demander au technicien de le remettre bien sur l'écran, que ça soit affiché, on le voit ici. Notez bien, de toute façon, vous pouvez repasser l'émission si vous n'avez pas vu. merkaz123@gmail.com et vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous vite, n'attendez pas qu'il n'y ait plus de place, ça serait dommage. On va remercier Déborah d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous Avec avoir plaisir. présenté d'abord ce programme et de nous avoir raconté tout ce qu'elle nous a dit. C'est toujours sympa de voir des gens actifs sur le terrain, dans le cadre des structures formelles, des mairies, etc. Donc, ce Massa parent-ado, c'est aussi pour ça qu'on a fait l'émission. On ne veut pas que vous le loupiez, parce que si c'est une grosse réussite, il y en aura d'autres. Et il y aura des idées de faire encore plus et mieux, et ça libérera des budgets. Allez vous inscrire là-bas. Allez-y, foncez. Ok. Le Studio Kalita a été heureux de vous présenter cette émission avec Déborah Bousse-Segal d'Amérique Jérusalem. Le numéro de la boîte vocale, si vous voulez nous joindre, le 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger l'application Studio Kalita sur l'Apple Store ou Google Play. www.studiokalita.com. Merci d'avoir été avec nous. Plein d'ado, Bernard Zanzori pour Studio Kalita. À la semaine prochaine. Au revoir. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.